Dans ces vidéos, je vais t'expliquer les différents scénarios et différentes dynamiques d'utilisation de la donnée dans des systèmes complexes IA. Quand je dis des systèmes complexes IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire des agents IA, des automatisations, des backends de ça. C'est potentiellement des scénarios un peu plus concrets d'entreprise, tels que la réutilisation dans des CRM, dans de l'analytics. Ok, donc avoir plus de data et plus de data de qualité, ça va nous permettre d'avoir des systèmes plus précis. Je vais te donner un exemple concret. Si tu envoies de la donnée à ton LLM ou ton agent IA, la qualité du prompt, ok, donc la donnée c'est le prompt, à l'intérieur potentiellement il y a différentes variables, la qualité de ce prompt va directement impacter la qualité de sortie du LLM, ce qui est quelque chose qu'on te répète encore et encore depuis des années relatif au prompt engineering. Mais on n'a pas que, par exemple, la qualité du prompt, on a la qualité des données qui sont stockées en base de données vectorielles, okay, par exemple en optimisant tout ce qui est métadonnées, en optimisant tout ce qui est contenu à l'intérieur, pour par la suite faire de la recherche à la fois sémantique et à la fois filtre, lorsqu'on va vouloir enrichir les données qu'on va fournir au LLM, ok, dans des systèmes plus complexes, ce que nous on fait au quotidien. Donc ça va nous permettre d'avoir des systèmes plus précis, ok, donc quand je dis plus précis, par exemple passer d'une performance de 60% à 90%, ok, plus robuste, ok, et in fine, ça va nous permettre d'exécuter plus vite et d'avoir plus de clarté. Alors plus de clarté, par exemple, dans tout ce qui est CRM et Analytics. Alors, pourquoi m'écouter? On a des clients sur des projets IA, okay, dans la tech, le marketing, la santé, l'expertise comptable, notaire, juridique, e-commerce, formation, BTP, électricien, événementiel. Donc on voit ce qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire que on est face à des problématiques concrètes d'entreprise et on voit comment intégrer l'IA, et parfois on ne fait pas que intégrer l'IA. Ça peut très bien être des workflows déterministes qu'on va combiner avec des agents IA. Donc ça peut être de l'automatisation pure et dure, et après on va agrémenter à tel endroit ou à tel endroit des agents, des LLM. Pourquoi? Parce que plus on réduit la surface de non-précision, plus ça va nous permettre in fine de résoudre la problématique 10 fois sur 10. Bon, j'espère que j'ai été clair. Alors, concrètement, la façon dont on voit les différents scénarios, alors il y en a potentiellement beaucoup plus, mais c'est ceux auxquels j'ai pensé avant de réaliser cette vidéo. On a par exemple le scrapping, c'est-à-dire que par exemple, tu as une liste de sites internet, tu as envie de récupérer les informations sur ces sites internet, potentiellement enrichir les données existantes pour pouvoir par la suite prendre des actions, réaliser des analytics, le fournir à tes agents IA, le fournir à une base de données pour le réexploiter par la suite. Tout ça, ça se fait plutôt bien aujourd'hui, que ce soit avec des technologies existantes à travers des SaaS ou que ce soit à la main. Par exemple, souvent, nous, on fait des scripts de scrapping pour pouvoir par la suite fournir plus de données à nos systèmes, ce qui est plutôt compréhensible parce que il faut maximiser les différents points de données et par la suite, bien sûr, on va parler de tout ce qui est enrichissement, formatage et stockage. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer des exemples de code avec des librairies en Python, ce sera probablement pour une prochaine fois, ou des exemples de data pipeline avec Apache Airflow ou d'autres technologies plutôt pratiques, ce qui va nous permettre par la suite de concrétiser. Potentiellement, il n'y a pas besoin d'autant de technologies, on peut le faire avec des solutions plutôt simples telles que Make et N8N, mais ça va quand même nous permettre par la suite d'un peu plus améliorer tout le flux de données et donc la qualité de nos systèmes composés. Ensuite, on a par exemple le CRM, donc probablement que tu as un CRM ou que tu n'en as pas. Sur ce CRM, tu stockes des données de tes clients, de tes prospects. Tu as envie potentiellement de les réutiliser, que ce soit pour prendre des actions, donc des actions, envoyer des emails, recontacter quelqu'un, faire de l'attribution de prospects à vendeurs chez toi. Tu peux faire pas mal d'actions, okay, de l'analytics. Tu peux par exemple réutiliser la data que tu as pour pouvoir réaliser des documents administratifs, faire du support client, faire de la compréhension des problématiques de tes clients, c'est-à-dire que tu vas stocker par exemple tes mails, tes messages, et ensuite tu vas voir, ok, il y a tel client qui est pas content à cause de telle problématique, donc on doit améliorer notre service ou notre produit à tel endroit. Il y a énormément de cas d'usage que je ne vais pas forcément aborder, mais qui vont vraiment dépendre du client. Ensuite, on peut avoir des API externes, donc les API externes, que ce soit des SaaS existants, okay, qui vont nous fournir de la data, okay, ou que ce soit des API internes. Donc tu peux aussi avoir des API internes. Quand je dis des API internes, bah, ça peut être tous tes logiciels, ça peut très bien être Microsoft OneDrive, ça peut être Google Drive, ça peut être qu'importe, là où tu stockes de la donnée. Okay. Souvent, les logiciels te proposent de récupérer une API, okay, pour pouvoir par la suite récupérer les différents dossiers. Okay. Donc les dossiers avec de la data sous différentes formes, que ce soit des PDF, des Excel, qu'importe, okay, des vidéos, des audios, même si c'est un peu plus dur par la suite de récupérer la donnée à l'intérieur de vidéos
et d'audio que du texte pur et dur, ce qui est plutôt logique. Okay, et on a aussi tout ce qui est stockage en dur. Donc potentiellement, bon, stockage en dur, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, mais imaginons que tu le stockes dans une base de données, tu peux très bien le réexploiter par la suite. Okay, donc si tu stockes tes données sur Supabase Quadrant, tu peux les réexploiter par la suite. Si tu les stockes sur un NAS, tu peux les réexploiter par la suite. Si tu les stockes par exemple sur une grosse base de données interne en utilisant je ne sais pas quelle technologie, probablement que tu peux la réexploiter. Ensuite, on va faire tout ce qui est enrichissement de données. Bon, l'enrichissement de données, soyons clairs, c'est pas forcément utile dans tous les cas. Okay, donc potentiellement, ce que tu as aujourd'hui te suffit pour pouvoir les fournir à tes agents IA et tes automatisations, et potentiellement ça ne te suffit pas. Donc si tu as envie de les enrichir, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux prendre effectivement des différentes API, tu peux faire du scrapping, ok, tu peux faire tu peux rajouter l'IA pour faire de l'analytique sur les données précédentes, ok, et ensuite tu as tout ce qui est formatage. Donc quand je te dis formatage, c'est parce que comme je te l'ai dit précédemment, par exemple, on peut avoir des PDF, ok, on peut avoir du Excel, on peut avoir des vidéos, des audios, on peut avoir pas mal de différents formats de fichiers. Mais même si on a différents formats, on a envie de récupérer cette donnée. Donc la façon de récupérer cette donnée, ça va être probablement d'utiliser des librairies Python ou d'autres services comme Lamaparse qui sont accessibles mais payants, okay, que tu vas pouvoir connecter à l'intérieur de tes workflows pour pouvoir par la suite stocker ces données. Donc ensuite on va faire un stockage. Donc quand je dis stockage dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines données tu vas les stocker, certaines données tu vas pas les stocker, certaines données tu vas les stocker à un endroit, certaines autres données tu vas les stocker à un autre endroit. Okay, c'est pour ça que je dis un stockage dynamique, parce que tu peux prendre des actions en fonction de la donnée que tu vas récupérer pour pouvoir les insérer, par exemple, soit dans ton CRM, okay, soit dans un RAG. Donc le RAG, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo dessus, c'est-à-dire Pivotal Augmented Generation, c'est lorsqu'on va stocker de la donnée dans une base de données vectorisée, et lorsqu'on va poser une question à LLM, okay, donc quand tu vas envoyer un prompt, il va d'abord aller chercher dans cette base de données vectorisée, et après aller dans le LLM pour lui fournir plus de contexte. Okay, et c'est là où on peut faire effectivement par exemple de la recherche sémantique. Donc on va rechercher effectivement du contexte qui est proche, donc via des vecteurs, on va identifier différents vecteurs, on va voir qu'il y a beaucoup de vecteurs qui sont proches et d'autres qui sont pas proches, et du coup tu vas récupérer les données des vecteurs les plus proches à ta question par exemple. Donc le RAG via Quadrant, Quadrant c'est quoi? C'est juste une base de données, okay, qui est hybride, c'est-à-dire que tu peux l'avoir en local ou en cloud ou un mix des deux, okay, qu'on utilise très souvent. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est archi pratique. Ensuite, il y a Analytics. Bon, l'Analytics, bien sûr, tu peux avoir des dashboards pour pouvoir mieux comprendre et donc avoir plus de clarté sur ton business. Alors, ça peut être utile si tu as beaucoup de data, ça peut ne pas être utile aussi si tu n'as pas beaucoup de data ou si tu ne comptes pas l'utiliser par la suite. Ces Analytics, tu peux très bien les faire, par exemple, avec un logiciel tel que Airtable, où il y a effectivement 3 tonnes d'autres logiciels que Airtable qui te permettent de faire du business analytics, du business intelligence, ce qui est en général plutôt intéressant, mais que si tu réutilises la donnée. Ensuite, ces informations, on va pouvoir les fournir à tes agents IA. Okay, donc, à tes agents IA, à quel niveau? Dans le prompt, okay, ou les tools auxquels ils sont connectés, ou la base de données, le système de RAG. Okay, donc, on peut effectivement mettre de la donnée de manière plus ou moins séquencée, plus ou moins intéressante, okay, et l'envoyer à tes différents agents IA. Pareil pour les automatisations, okay, tu peux fournir de la donnée de plus grande qualité, ce qui va te permettre d'avoir de meilleures automatisations. Alors, pour vous expliquer un peu la différence entre les agents IA et les automatisations. Les agents IA, tu leur donnes un objectif, ils vont aller du point A au point B, par exemple avec 80% de chance. Okay, c'est-à-dire que tu vas lui fournir un chat. Un chat, c'est quoi? C'est un LLM, une memory et des tools, ok? Et tu vas lui dire, ok, pour faire tel truc, tu vas utiliser tel tool. Alors aujourd'hui, est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce que c'est intéressant de l'implémenter de manière massive dans ton entreprise? Probablement. Est-ce que c'est intéressant de l'utiliser partout? Non. Ok? Moi, c'est mon avis en tout cas, mais on le fait au quotidien et je trouve que souvent, c'est pas forcément intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des workflows plus déterministes. Okay, et donc, ce que j'appelle les automatisations, que ce soit avec du code Python, que ce soit avec des workflows sur Unity ou qu'importe, où tu auras juste un flux de données, okay, et ce flux de données, tu vas pouvoir prendre des actions à l'intérieur en fonction du passage du flux de données. Okay, et du coup, tu peux prendre des actions, par exemple, en te disant, s'il y a telle information, on va prendre telle action, et donc c'est déterministe. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des actions en fonction de la logique,
du code, de maths, de statistiques. Et ça fonctionne très bien. Et tu peux automatiser 3 tonnes de trucs et ça se fait depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire que l'automatisation, ça existe depuis très longtemps, ok, dans les boîtes. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils très performants tels que N10 qui nous permettent d'automatiser 3 tonnes de trucs et d'avoir accès à des API, des logiciels que tu peux utiliser. Et donc, ça nous facilite la tâche. Mais c'est quand même, l'automatisation, ça existe depuis très longtemps. Que ça soit dans les boîtes en elles-mêmes ou dans les usines, c'est encore un concept qui existe depuis bien sûr plus longtemps parce que ça va optimiser la capacité de production. Ensuite, tu peux aussi l'envoyer dans tes différents SaaS et logiciels en interne ou des SaaS ou des logiciels que tu commercialises, pas forcément en interne. Mais quand je dis en interne, je sais pas, tu as un ERP, tu as un CRM ou tu as d'autres logiciels, bah, tu as envie qu'ils aient toutes ces informations que tu as retravaillées. Dernier point, la recherche. Alors ça te concerne pas forcément, ok? Probablement que tu n'es pas un chercheur, mais il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi beaucoup de boîtes qui font de la recherche et développement. Typiquement, si c'était dans les semi-conducteurs, tu vas à la fois augmenter tout ce qui est capacité de production à travers tes usines, mais tu vas aussi faire énormément de recherche et développement parce que la technologie, c'est extrêmement dur à utiliser. Donc il faut de la nouvelle technologie, que ça soit par exemple dans la tech, ok, dans la santé et probablement d'autres industries. Je pense juste à la tech et la santé. Pourquoi? Parce qu'on a des clients dedans et que souvent la donnée, il y a beaucoup de données et elle est très importante. Ok, et c'est à partir de ce moment-là, ok, bien sûr c'est plutôt à la fin, donc à la réutilisation au travers des agents, des automatisations, de SaaS, de recherche et d'autres use cases, hein, probablement, hein, j'ai pas toutes les réponses. Si je réfléchis pendant 5 minutes, probablement que je vais trouver d'autres use cases. C'est là que tu vas pouvoir apporter de la valeur économique.